Aussi vrai que la médiocrité est l'enfant de la victimisation, il se trouve que la virilité est l'arme de destruction massive la plus puissante. C'est sur cette phrase qui résume l'œuvre que nous allons étudier aujourd'hui, le mythe de la virilité, que je vous accueille pour ce nouvel épisode de la librairie africaine. Avant de vous présenter mes nobles invités, je me dois quand même de vous accueillir comme il se doit et dans le prolongement de vous rappeler l'essence de la librairie africaine. Hotep, Shalom, Salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'une bonne étoile au-dessus de la tête de Kylian Mbappé ou qu'une perruque sur celle de Pidi. La librairie africaine, qu'est-ce que c'est ? C'est une mission, c'est un devoir qui répond à une double obligation. Permettre à un maximum d'entre vous de renforcer votre estime personnelle et de cimenter votre confiance en vous. Comprendre que même si vous avez grandi dans la boue, en vous sommeille de l'or. Et c'est cet or qu'il faut réveiller. De manière ensuite à aller conquérir les étoiles en visant la lune. Et ce, à travers une seule activité, la lecture. C'est la lecture qui offre cette puissance-là, existentielle, cette puissance sur le terrain de la volonté, tant à l'échelle individuelle que collective. Lisons ou mourons. Et aujourd'hui, on va vous inviter à vous pencher autour d'une œuvre qui, à mon sens, constitue la Bible du féminisme du XXIe siècle. Et je pèse mes mots. Olivier Agasalé, le mythe de la virilité. Avant de vous en dire plus, quand même, j'ai introduit princesse et prince de la lecture. On commence par Alicia, sois la bienvenue. Merci Herman, enchantée d'être autour de cette table une nouvelle fois pour cet épisode et de débattre sur ce fabuleux livre très intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Mac. Bonjour Herman et merci, décidément on ne se quitte plus. Donc, je suis ravi d'être là évidemment et j'ai hâte que nous attaquions ce sujet. Merci à toi, Benjamin. Eh bien, bonjour à toi aussi, bonjour à vous tous. Donc moi, je suis Benjamin Veil. Je suis très heureuse de partager ce plateau de nouveau avec vous. Très bien. Et enfin, Alexis, sois le bienvenu. Merci, le temps est passé vite, une semaine, ça va vite. Me représenter autrement, rêveur assumé, bâtisseur de plus en plus, et de plus en plus aidé dans cette tâche. Très bien. Alors, comme vous le savez, en tout cas comme vous devriez le savoir, comprendre le monde, c'est comprendre la dynamique du monde, afin d'en comprendre les mouvements, dans la mesure où être, c'est devenir. Être, c'est avoir été. Et notre époque est marquée par un basculement, par un changement. Selon certains sociologues, psychosociologues, nous sommes passés de l'ère de Arnold Schwarzenegger à l'ère de Timothée Chalamet. Nous sommes passés de l'ère de Simone de Beauvoir à l'ère de Judith Butler. En somme, d'un côté, on verrait émerger une crise de la masculinité et de l'autre, un triomphe du féminisme. Y a-t-il un lien de causalité entre ces deux phénomènes ? Sont-ils conformes à une réalité ou simplement des mots creux ? C'est ce que nous allons tenter de creuser aujourd'hui autour de cette notion de virilité. Mais avant de céder la parole, je vais introduire, une fois n'est pas coutume, par la lecture de la 4e de couverture qui, à elle seule, est impériale et éloquente et très riche en enseignements. Et si, comme les femmes, les hommes étaient depuis toujours victimes de la virilité. Pour asseoir sa domination sur le sexe féminin, l'homme a, dès les origines de la civilisation, théorisé la hiérarchie des sexes en faisant de la supériorité mâle le fondement de l'ordre social, religieux et sexuel. Un discours fondateur qui n'a pas seulement postulé l'infériorité essentielle de la femme, mais aussi celle de l'homme. L'étranger, le sous-homme, le pédéraste, l'impuissant. Historiquement, ce mythe de la virilité a ainsi légitimé la minorisation de la femme et l'oppression de l'homme par l'homme.
Depuis un siècle, ce modèle de la toute-puissance guerrière, politique et sexuelle est en pleine déconstruction. Au point que certains esprits nostalgiques déplorent une crise de la virilité. Cependant, si la virilité est aujourd'hui un mythe crépusculaire, il ne faut pas s'en alarmer, mais s'en réjouir. Car la réinvention actuelle des masculinités n'est pas simplement un progrès pour la cause des hommes, elle est l'avenir du féminisme. Alors là, éloquent, parlant, qu'est-ce que vous inspire cette 4e de couverture? Je pense qu'il faut d'abord rentrer dans la définition de la virilité. Qu'est-ce que la virilité? C'est vrai que c'est... Est-ce que c'est la masculinité? Pas sûr. Ben, en tout cas, dans la 4e de couverture ainsi que dans l'ouvrage, la virilité est décrite comme étant l'instrument de domination, en tout cas comme un outil idéologique qui pousse le mâle à dominer et à écraser pour exister. Et donc les femmes n'auraient pas de virilité alors? Ben, en tout cas, de la façon dont elle le décrit, quand elles en ont, elles sont minoritaires, mais elles le subissent plutôt de la part des hommes qu'elles ne l'exploitent ou qu'ils jaillissent en elles. C'est sa description dans l'ouvrage. Et quelque part, la virilité, c'est toutes les injonctions qui sont faites Un devoir-être. Petit garçon, Oui. j'ai envie de dire, au démarrage, de ce que doit être pour être un vrai homme, avec l'idée du vrai homme. D'ailleurs, le sous-titre, c'est un piège pour les deux sexes. Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Donc autant pour les hommes que pour les femmes. Mais c'est vrai que c'est toutes ces injonctions, donc à être fort, à être dominant, à être conquérant, d'où la référence à la guerre, à la conquête, qui sont des éléments qui existent en effet, en tout cas dans la manière dont on va élever ou éduquer les petits garçons, quelque part dans certains endroits encore aujourd'hui. Il y a ces yeux qui sont négatifs. La guerre, la conquête. C'est-à-dire que c'est forcément, enfin en tout cas dans sa vision à elle notamment et qu'elle développe, le rapport par exemple à la conquête est quelque chose qui vient en fait créer ce qu'on appelle des rapports de domination, et notamment la conquête de la terre, qui a souvent été associée du côté du féminin, et qui fait que le fait de vouloir conquérir l'autre, les femmes étant aussi des conquêtes d'ailleurs, c'est à la fois la terre et les corps féminins, Les butins de guerre. induisent qu'il y a un sujet d'un côté et un objet de l'autre, et donc on n'est pas à égalité, et même en termes de statut ontologique. D'accord. Quelqu'un veut rajouter un élément là-dessus, sur la description de la virilité, qui serait principalement un devoir-être qui vise à dominer, que ce soit la femme, et à imposer des injonctions destructrices sur le terrain psychologique à l'endroit de la majorité des hommes, et seule une minorité d'hommes en tirerait profit. Moi, j'aimerais aussi aller chercher un peu la définition de la domination. Même étymologiquement encore, vous allez appeler Maître Capello, mais ça ne me déplairait pas. Ça vient de dominus, la maison. Donc le dominant, c'est celui qui tient la baraque. La démonstration est faite souvent que les femmes ont un rapport à la maison, à la baraque, tenir, et souvent leur domination sur les hommes passe par le fait de dominer la maison, de l'organiser, acheter du sel, machin, et puis y aller les invités. Et donc, quand on prend cette perspective-là, on se rend compte que les femmes dominent d'une autre façon. Quand on regarde la racine de virilité, vir, ça donne aussi virtu, c'est même la même racine virtu, et la vertu, il y a des vertus féminines. Et il y a une combativité à travers la vertu. Ouais. Alors je reviens sur ta notion de domination qui est très intéressante, où tu évoques l'idée que dans les faits, en tout cas si on t'écoute, c'est plutôt la domination est plutôt du côté de la femme. Pas forcément, mais ça dépend quelle maison tu considères. D'un point de vue monarchique, on parlait de la maison France. Donc, et c'était un couple qui tenait la baraque. Chacun se répartissant les rôles, le roi, la reine. Donc, dépendamment de la maison que tu considères, tu vois les choses différemment. D'accord. Est-ce que vous partagez ce... J'adore. Alicia, je te laisse répondre. Madame. Non, mais je trouve que c'est assez réducteur de... Bon, c'est quand même très réducteur, même si c'est pas assez réducteur, c'est très réducteur de dire que parce que la femme organise la maison et dit va acheter du sel, elle est dominante et elle domine et elle gère la baraque. C'est pas le... Je pense qu'on s'éloigne un petit peu... Bon, enfin, bon, pour moi, c'est un petit peu transformer le sujet. Bon, je partage pas ce point de vue-là.
En revanche, je rejoins un petit peu plus celui de Benjamin, même beaucoup plus. Et d'ailleurs, c'est celui que décrit Olivia Gazalet dans son ouvrage, lorsqu'elle dit d'ailleurs, dans l'enseignement, on dit soit un homme, euh, mais on ne dit pas soit une femme. S'il n'y a pas, et elle le précise à un moment du livre, je ne sais plus où, mais elle dit, et on précise toujours un mot, un adjectif derrière le soit une femme forte, soit une femme classe, ne soit pas une femme vulgaire. Bon, je ne sais pas exactement ses propos, mais effectivement, c'est dans les valeurs qu'on inculque qu'il y a cette virilité-là et qu'il faut peut-être effectivement la déconstruire parce que effectivement, une femme peut avoir cette virilité-là. Et surtout, si un homme n'a pas cette virilité-là qu'on a toujours inculquée, il n'en est pas pour autant moins un homme, d'ailleurs. Donc vous êtes plus team Timothée Chalamet, c'est ça? Alors, moi, Pas spécial. Ouais, Pas spécialement. Non, mais j'ai été plutôt taiseux jusqu'ici parce que je suis un peu embêté parce que j'ai une position ambivalente sur la question et sur le sujet. À savoir que moi, je suis très heureux d'appartenir à cette génération où nous vivons énormément de changements et de transformations sociétales plutôt notamment. Pour autant, moi, je me questionne encore sur l'effacement total et complet de la virilité. Donc, devrions-nous y parvenir? Est-ce que c'est ça le but de la déconstruction? Pourtant, je suis très heureux qu'on déconstruise, mais je me demande, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Enfin, est-ce que c'est même bénéfique que nous vivions dans un monde dans lequel nous gommons complètement toute forme de volonté d'affirmation, volonté de puissance, enfin, voilà, de s'établir en homme en homme, lapsus révélateur, mais en tout cas en individu, En être humain. Ou en être humain. Donc je me questionne encore là-dessus. En revanche, je suis assez d'accord avec la description que Olivia Gazalet fait, notamment sur le fait qu'évidemment c'est une construction sociale et qu'il y a des conséquences néfastes aussi bien pour la femme que pour l'homme. C'est que l'homme, il est enfermé dans toutes ces injonctions, ce paquet d'injonctions, tu dois, tu ne dois pas, tu devrais, et donc il court constamment après, avec, avec ou sans succès, parce que voilà, il y en a qui sont aussi frustrés de ne pas pouvoir y arriver, d'une part, et la conséquence, c'est que même si cette virilité-là n'est pas imposée à la femme de manière directe, elle rejaillit à travers l'homme. C'est-à-dire que l'homme le fait ou la fait subir à la femme. Les femmes se retrouvent face à des hommes qui sont complètement fermés de toute émotion, de toute forme de sensibilité ou de toute forme de vulnérabilité. Et elles ne comprennent pas. Et donc pour elles, c'est aussi comme ça parce que l'éducation et la société t'apprend qu'un homme ne pleure pas, un homme ne fend pas son armure, un homme, c'est costaud, c'est rigide, c'est solide. Donc j'ai une Est-ce que tu position fais un peu... partie dans le prolongement de ton propos, parce que tu as parlé d'ambivalence, donc quelque part, tu, euh, tu te revendiques du déconstructionnisme. Absolument. Est-ce que à l'image du mari ou du conjoint de Sandrine Rousseau, tu fais partie des hommes qui, sinon sont déconstruits, du moins se sont engagés sur cette démarche-là de déconstruction? Alors déjà, je n'ai pas attendu cette vague pour me placer. C'est là que c'est compliqué parce que moi, toute ma jeunesse, toute mon enfance, je me suis pas forcément retrouvé dans tous les codes de la société. Il y a des choses qui m'ont été proposées dans ma construction d'homme, de garçon et ensuite d'homme que j'ai rejetées parce que je ne m'y retrouvais pas. Seulement, nous ne nous prononçons pas là-dessus parce que l'effort fourni, c'est plutôt de s'y conformer. Parce qu'on se dit, c'est ça les codes, c'est ça les valeurs, c'est ça les injonctions de la société. Je vais prendre un cas très concret, par exemple, en tant qu'adolescent, lorsque j'ai consommé de la pornographie, par exemple, je m'y retrouvais pas. Et je ne voyais pas cette façon de faire, et je me disais, n'ayant pas pratiqué pourtant, hein, je disais, mais je me retrouvais absolument pas dans cette façon de faire. De la même manière que mon rapport avec la femme, mon rapport avec les femmes de manière générale. Alors, ai-je voulu corriger quelque chose que j'ai vu dans ma société? Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas attendu ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'il y a un nom, parce qu'il y a un mouvement, il y a une vague, il y a une reconnaissance de ce mouvement-là, peut-être qu'on pourrait l'attribuer effectivement et que ça pourrait porter un nom. Mais Donc, tu n'as pas consommé de pornographie. Est-ce que tu t'es livré à des sports de combat? non plus. Est-ce que tu aimais un petit peu tester si tu avais, en tout cas faire la démonstration musculaire en faisant des pompes ou des tractions, Pas spécialement non pas plus. spécialement? Est-ce que tu as fait partie de bandes, si je puis dire? Alors, j'ai une
bande pas violente, Mhm. mais j'ai eu un groupe d'amis, effectivement, où l'enjeu n'était pas forcément la bagarre, mais il y avait de la confrontation, il y avait de l'affrontement. Ok. Et en parallèle, moi, j'ai développé autre chose, Mhm. par exemple, d'un point de vue scolaire, où moi, j'étais dans l'émulation, où D'accord. j'ai eu la chance, je sais pas, il y a peut-être un peu de mérite, d'être parmi les 5 premiers Mhm. systématiquement, assez souvent. Parce que moi, j'avais orienté, en tout cas, moi, mon challenge et mon défi sur ce terrain-là. D'accord. Et pas sur celui de la démonstration de l'imposition physique. J'ai compris très tôt et très vite qu'il fallait pas que j'investisse là-dessus. Ok, très bien. Et toi, en tant que... Est-ce que tu te reconnais dans cette idée de déconstruire, dans cette nécessité de se déconstruire? Ou alors comme Mac, tu n'as même pas eu besoin, puisque quelque part, tu n'as jamais répondu à ces codes, à ces injonctions? En fait, je pense que c'est intéressant de déconstruire pour mieux reconstruire, c'est-à-dire en fait dissocier ce qui relève de la virilité et ce qui relève de choses qui n'en ont pas vraiment, avec lesquelles il n'y a pas de lien. Par exemple, je prends le guerrier grec, l'Hélène. Bon, si vous regardez par exemple la guerre de Troie, les Grecs sont virils, ils sont combatifs, mais ils pleurent. Ils pleurent, ils sont très émotifs. Et donc là, il n'y a pas de contradiction pour eux entre la virilité et le fait de pleurer. Et là, on voit bien la vérité dans sa pureté, c'est-à-dire la combativité. Est-ce que il est mauvais d'être combatif? Je ne crois pas. Parce que la vie est un combat dans beaucoup de dimensions. Ne serait-ce que l'administratif. S'il n'y a pas un minimum de virilité pour se battre un peu, parce qu'il y a toujours des obstacles, vous ne faites rien en fait. Dans l'administratif, tu as dit? Ouais, même administratif. Je vois par exemple des personnes qui sont sans abri, qui sont complètement abattues. Elles n'ont même plus la virilité, la force, la combativité d'aller faire les démarches administratives pour aller choper leur... J'en avais parlé dans une Mais précédente émission. toi, d'abord, avant d'élargir à ta personne, toi, j'ai donné quelques exemples, Oui, est-ce que tu t'es reconnu dans ces exemples? Les pompes, le sport de combat, oui. l'appréciation du sport de combat. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que Oui. tu t'es construit en partie autour de ces valeurs-là? J'étais appelé par ça. Oui. Mon père est un battant, ma mère est une battante encore plus que lui. C'est-à-dire que mes parents sont d'une violence. J'ai failli crever plusieurs fois. D'accord, En violence verbale, en violence physique, les portes claquaient, c'était la guerre en permanente. d'accord. Et je pense qu'il y avait un plaisir à cela, plus ou moins assumé. Euh, Après, je dis ça avec la force et la violence. Mhm. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de déconstruire pour bien faire la part des choses, ça c'est sûr. Et toi, tu t'es déconstruit? Oui, c'est-à-dire que, bon, je prends un exemple concret. Mon père m'avait dit, si jamais on te sort un couteau dans la rue, tu donnes tout de suite. J'en ai beaucoup voulu parce que je suis devenu une carpette. Je suis devenu quelqu'un qui était pas combatif, qui se laissait écraser, qui vivait avec beaucoup d'amertume, laquelle amertume a abouti à une forme de racisme. Ok. Parce que, par exemple, au collège, les descendants de traditions plus musulmanes qui laissent beaucoup plus de place à la virilité que le catholicisme romain qui conditionne à devenir un mouton qui se sacrifie et tord l'autre joue. Mhm. Bon, et bien, je m'effaçais devant ces gens-là. De par la peur que mon père avait instillée, au lieu de m'instiller une combativité. Alors en même temps, il me disait te laisse pas marcher sur les pieds, mais en même temps, il me disait. Donc il y avait quelque chose là, et c'est quand j'ai fait ma formation militaire que là, j'ai eu à la Tu as fois. relevé la tête. Oui, et puis surtout, que j'ai pu commencer à réaliser mes rêves. D'accord. Parce que pour réaliser mes rêves, il y a une part de combativité, il faut lutter contre tous ceux qui se moquent de toi, contre toutes celles qui se moquent de toi aussi, contre tous ceux qui ne s'y arrivera jamais, etc. Donc c'est vrai que cette combativité-là, elle est vitale. Elle est vitale pour s'accomplir, je crois. Très bien, merci. Et mesdames, est-ce que vous avez été, avant qu'on aborde la question de la virilité féminine, est-ce que vous avez été, dans votre entourage proche, témoin des dégâts de ces injonctions à la virilité, Oui. avec des frères ou des pères Oui, oui, moi Ok. j'ai un grand frère par exemple qui, peut-être un peu comme toi Max, ne s'y retrouvait pas forcément dans les injonctions à la virilité, qui en fait, si on regarde bien, parce que c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec les jeunes ados notamment, et en fait beaucoup de jeunes garçons ne se retrouvent pas notamment dans le porno, contrairement à ce qu'on croit. C'est pour ça que c'est très bien que tu aies donné l'exemple là-dessus. Et en fait, par exemple, voilà, mon frère a longtemps souffert, en fait, aussi. Voilà, ça ne l'a pas empêché, d'ailleurs, d'intégrer des grandes écoles, de pouvoir faire des choses, parce qu'il était plutôt intelligent, justement. Mais c'est pas pour autant qu'il était valorisé dans sa virilité. Et il y avait quelque chose qui pouvait aussi renvoyer, parce qu'en fait, selon les époques,
la question de ce que c'est que ce qu'on appelle la masculinité hégémonique, c'est-à-dire le référentiel, en fait, va changer. Tu parlais des Grecs, mais par exemple, pour les Grecs, justement, l'amour ultime, c'est entre hommes. Pour les Grecs. Les Spartiates, notamment. Ce qui est voilà, une réalité qui est documentée aussi. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans nos représentations dites classiques, et notamment religieuses, l'homosexualité fait partie des choses qui sont qui renvoient à ce qu'on appellerait une masculinité dominée, voire subalterne. Enfin, alors que, par exemple, justement, chez les Grecs, c'était d'aimer les femmes qui étaient mal vues et qui n'étaient pas viriles. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bah oui. C'est un point de vue, moi je suis Non, pas c'est pas un d'accord. point de vue, c'est documenté. Ça, je peux te documenter, peut-être. Mais là, tu détruis une histoire sur le coin de la terre. Bah oui, mais- Permettez-moi d'en douter, parce que je pense que c'était ça. Bon, la société grecque, à mon avis, serait complètement effondrée sur elle-même très très vite, alors qu'il y a eu un miracle de grec. Il y avait moi, je vois, je suis allé en Grèce, il y a encore des. Intéressant. Moi aussi, j'ai été en Grèce. Oui, et je peux vous dire que Mais moi, c'est je pas veux dire bien. ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu des vestiges de peinture, de partouze, pardon de le dire. Oui. Donc, ça faisait l'amour entre hommes et femmes, il y avait une fécondité. Entre hommes aussi. Ouais, entre hommes aussi, Entre hommes aussi. mais il y avait aussi les femmes. Je crois que, bon, c'est Les gynécées, justement, étaient très mal vus parce que, précisément, c'était l'endroit des femmes. On était à un moment obligé de faire famille, mais c'était quelque chose qu'on faisait par regret. Et justement, d'ailleurs, Olivia Gazalé en parle aussi dans son livre. C'est-à-dire que, et elle n'est pas la seule, c'est-à-dire énormément d'historiennes féministes aussi, mais pas que des féministes d'ailleurs, aussi des hellénistes reconnus et hommes qui, voilà, ça c'est aujourd'hui d'ailleurs, c'est connu hein, que la tradition, j'ai envie de dire, chez les Grecs, n'était pas l'hétérosexualité. Oui. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que, vous voyez, par exemple, je vais continuer, c'est-à-dire que les statues romaines, gréco-romaines, pourquoi dans les statues romaines, on va représenter les hommes avec un tout petit sexe? Absolument. Parce qu'en fait, avoir un gros sexe pour les Romains, c'était un signe de non-rationalité. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, c'était disproportionnel. C'est pour ça que ça renvoie aussi à la division entre l'âme et le corps, c'est-à-dire que le corps n'était pas valorisé. Donc tout ce qui touchait à la sexualité, par exemple, n'était pas valorisé. corps ou le comme sexe? on Le l'entend. Gros cerveau, pas valorisé gros cerveau, Le corps ou le petit sexe? kiki, Exact, Attendez, voilà. Et inversement. attendez, le sexe ou le corps? Parce que les corps. Le corps et le sexe faisant partie du corps. C'est-à-dire tout ce qui touchait Parce au que le corps. corps était sublimé. Voilà, c'est ça. Mais il Parce que était les sublimé, sculptures c'était des grecques. gladiateurs. Ah non, je pense que c'était plus l'éros Voilà. qui était, C'est plutôt qui était Eros. davantage, L'éros était du côté Parce que- entre hommes. Parce que Hercule, il était quand même une figure admirée. Hercule était une figure admirée, la figure de la force, Voilà. mais en même temps, Oui. si vous regardez bien, Mhm. la plupart des Romains, Oui. là pour le coup, pour ça que là, on Ouais. va plutôt Ouais. du côté de Rome, Voilà. les Romains, qui étaient donc en toge, n'avaient pas les mêmes représentations de la virilité, justement, qui étaient beaucoup plus féminines, de ce qu'on appellerait aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus féminin. Donc, selon les époques, et je ne parle que de l'Europe, Oui. hein, Non, non, on est dans selon, le le- européen. selon les époques, Mhm. la représentation de la virilité, de qu'est-ce qui va être quelque chose de viril et donc d'attirant ou pas, va changer. Et qu'est-ce qui va être, par exemple, les masculinités subalternes. Ouais. Aujourd'hui, justement, quand on va évoquer le fait que d'avoir un petit sexe, c'était être viril, ou que d'aimer les hommes, c'était être viril, ça peut choquer les hommes d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche que c'est pour ça que la question de la virilité, c'est en ça qu'elle est construite et qu'elle n'a rien de naturel au sens biologique du terme, D'accord. c'est que c'est selon les époques et selon les endroits, elle va varier. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Alors, je vous donne un dernier exemple. Vous voyez la cour du roi? Louis XIV, ça vous parle? Un petit Non peu. Louis XIV. Légèrement. La virilité pour Louis On en a XIV, donc entendu à la parler. cour du roi de Louis XIV, donc l'Ancien Régime, hein, on est vraiment sur le pouvoir au sens fort du terme, c'est de mettre des perruques, de se maquiller et de porter des talons. Oui, et Absolument. alors? Bah, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous dit bien que les représentations de la virilité ont énormément Varient, évolué Bien sûr. Sont dans les époques. et que ce qui incarnait quelque chose de viril à une époque ne l'est plus après. Et ça a toujours été. Donc on est passé de Gainsbourg à Chalamet, mais en même temps, tout en sachant Non, Schwarzenegger. Schwarzenegger. Parce que justement, Pas Gainsbourg. tout à fait la même personne. Voilà. Ben, c'est pas Schwarzenegger. mais c'est passé un peu vite. Schwarzenegger, les Schwarzenegger, muscles, oui, les C'est ça. Gainsbourg, bodybuildés, vous avez tout dit ça. Gainsbourg. Tu as dit Gainsbourg. Ah, pardon. Pour ça, voilà. C'est encore autre chose. C'était pour autre chose. Notre masculinité valorisée, mais à un autre endroit. Mais voilà. On est passé de l'un à l'autre parce qu'aujourd'hui, on a changé quelque part d'époque et de référentiel, mais quelque part, Chalamet fait autant de dégâts que Schwarzenegger. C'est intéressant ça. Oui, parce que C'est- Alors on se réveille. C'est-à-dire, hein, Finalement, le nouvel héros Est-ce du que vous féministe, dites Timothée Chalamet, c'est un Chalamet, acteur qui c'est- incarne c'est, un peu la figure androgyne adulée aujourd'hui du mouvement féministe, présenté comme la figure idéale vers laquelle
les hommes doivent tendre. Et avec un certain physique féminisme opposé à libéral. celui, avec un physique Voilà, opposé à celui de un peu Schwarzenegger. physique androgyne, Gringalet, voilà, Gringalet un peu ouais, plus partout. Et en même temps qu'avec la sœur Kardashian, la plus Depuis jeune. peu, là. ouais, Voilà. depuis peu. entre autres. Comme quoi, Entre autres finalement, on est encore sur les mêmes codes, enfin, en tout cas dans les représentations quand même, parce qu'il a la femme trophée qui va avec quand même. Donc, enfin, pour certains, c'est un Comme trophée. David Bowie. Mais là où moi je vais dire qu'il peut faire tout autant de mal quelque part que Schwarzenegger, c'est le côté hégémonique, c'est-à-dire d'imposer des codes. Parce qu'aujourd'hui, on assiste aussi justement à quelque part une nouvelle masculinité hégémonique qui est plus du côté de la force au sens de la représentation du muscle, du torse saillant, d'ailleurs pas de poils hein, en général. Hein. Donc finalement, dans le rapport à la virilité, ça pourrait nous interroger aussi à d'autres endroits. Hein. Et il n'empêche que malgré tout, il va imposer une certaine façon d'être qui empêche l'individu, garçon ou fille d'ailleurs, hein, de pouvoir se positionner par rapport à lui ou elle-même et pas par rapport à un modèle, en fait. Et c'est là où, quelque part, ça peut faire du mal aussi, c'est-à-dire de ne pas pouvoir justement se positionner comme nous, on a envie d'être et devoir répondre à des injonctions. C'est là que moi, enfin, ton propos Ouais. me dérange un petit peu, parce que on ne sait plus où se placer, où se positionner finalement. C'est que Schwarzenegger s'est décrié parce qu'il y a une injonction à être un tas de muscles, etc., à la force, la virilité transpirante. Et d'un autre côté, Timothée Chalamet qui ne demande rien, pour le coup, c'est pas lui qui s'est érigé en figure quoi, emblématique représentant les hommes, ou le modèle parfait, idéal masculin de 2024-2025, mais il est tout de même décrié. C'est là que je comprends pas le propos. Alors, j'y viens justement. Et c'est, je pense, comme tu pointes un peu du doigt, c'est peut-être parfois là où on ne se retrouve plus, en tout cas en tant qu'homme, c'est que, apparemment, en tout cas, à décrire ton propos, le simple fait d'avoir des injonctions, qu'elles te tendent vers un coin, dans un pan ou vers un autre, c'est en soi une mauvaise chose, puisque ça bride la liberté. En gros, c'est ça. Bah, quelque part, ça bride l'autodétermination. Voilà. Je Maintenant, vais plutôt parler de ça que de liberté d'ailleurs. Maintenant, est-ce que ton propos ne serait pas empreint d'une sorte de biais féministe, dans le sens où est-il possible pour nous, les hommes, quand on voit le rôle des religions qui sont le temple des injonctions, de se construire dans une forme de droiture sans injonction? Alors, C'est moi, ça je la crois question que les humains, fondamentale. Non, les hommes, je parle vraiment des hommes, Oui, j'insiste. mais Pourquoi je dis ça? m'arrêter, Je termine là-dessus. Vas-y. Parce que, en tout cas, moi, j'ai fait la différence entre les hommes et les femmes, et je considère que, par exemple, sur le terrain de la morale, grosso modo, la femme n'a pas besoin de 10 commandements. Elle a la morale en elle, intuitivement, si je puis dire. Moi, je crois en cela, fondamentalement. Là où j'estime que les C'est un hommes... développement quand même. Là où j'estime... par exemple, c'est Antigone, enfin, je veux dire, voilà, c'est un classique. C'est un classique. Moi, je considère que, parce qu'elle donne la vie, la femme est beaucoup plus sensible à la morale, à l'empathie, à l'humain, que l'homme. Là où l'homme, compte tenu de sa testostérone, compte tenu de son rapport justement à la domination, si on ne lui met pas des jalons, si on ne lui met pas des injonctions, ça devient obscien, ça devient l'homme est un loup pour l'homme, et c'est la destruction. C'est la pulsion. En gros, l'homme c'est la pulsion de mort, la femme c'est la pulsion de vie. Grosso modo. Alors, moi, je te répondrais, et en effet, j'ai un référentiel féministe, ça je l'assume sans aucun problème, mais je te répondrais quelque part que c'est pas ton propos, pas toi, mais ton propos peut être sexiste. Parce que quelque part, il inscrit une essentialisation du masculin et du féminin. Et que là, moi, ça va... le sexisme pour être sûr qu'on... Alors, le sexisme, c'est essentialiser, c'est-à-dire dire, par exemple, la femme, c'est comme ça, et l'homme, c'est comme ça. Voilà. Moi, je vais plutôt nuancer, c'est pour ça que je parlerai d'humain, et que l'humanité qui est en nous, en chacun de nous, fait qu'on va avoir plus ou moins, j'ai envie de dire, de droiture potentiellement interne, mais que en soi, on est et l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'être dans un corps de femme, naître dans un corps de femme, ne veut pas forcément dire qu'on va avoir plus de moralité que naître dans un corps d'homme. D'autant plus que toutes les femmes ne donnent pas la vie. Alors, déjà, en plus, là, je parle on va rajouter en plus que parfois vous allez avoir certaines femmes qui vont, certaines femmes qui en fait ne se vivent pas comme femmes. On va le rajouter aussi parce que ça participe Même aussi. si ça reste minoritaire. Moi, je parle Ça reste minoritaire, mais ça peut aussi intégrer quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a aussi l'idée surtout que
nous sommes toutes différentes. C'est-à-dire que pour moi, il y a autant de différences entre deux femmes qu'entre un homme et une femme. Ok, En intéressant. fait, d'un point de vue de l'ADN, d'ailleurs, Ok. entre deux jumeaux, il n'y a pas deux jumeaux qui ont le même ADN. Donc, il n'y a Ok. personne qui se ressemble, en fait, D'accord. qui n'est exactement le même. Donc, Ok. on ne pourrait pas faire des grandes généralités comme Ok, donc si je comprends bien, finalement, les vérités, enfin, l'exercice qui consiste à essayer de décrypter les comportements ou même l'idée de nature humaine, ben, est nul et non avenu. Bah, moi, je fais Si on partie des t'écoute. gens enfin, je suis plutôt rousseauiste qu'aubésienne Oui. à cet endroit-là, et donc Oui. je ne crois pas en la nature humaine. Voilà, on est Je d'accord. crois en Ok. l'humanité, mais je ne Ok. crois pas en la nature D'accord, humaine donc individuelle. Donc si on va même encore plus loin, même la vérité sur le terrain rationnel de la description n'existe pas. Ou en tout cas, Mais c'est surtout que tout le monde. Enfin, non. Parce que tout le monde pourra. Enfin, après, tout le monde pourra trouver à redire. Et tout le monde, je pense, un jour s'est retrouvé, enfin, en tout cas, a été face à un propos, un discours sur telle femme ou sur tel homme et dire, mais pas du tout. Mais tout à l'heure, Macron disait, je me retrouve pas, bon, dans la pornographie, dans tout ce que vous voulez. Mais tu as marqué avec mais cette moi, je me. Oui, Décidément. ça m'a marqué, peu importe. Non, mais Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, combien de discours des fois j'entends sur les femmes et je dis mais pas du tout. Ok. Et je m'en offusque en me disant mais pas du tout. Mais pourquoi je m'en offusque? Parce que moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Et dans ces cas-là, parce que bien évidemment que c'est pas valable pour toutes les femmes. Alors ça va être valable pour celles qui s'y retrouvent. Et dans ces cas-là, mais c'est pas une majorité. C'est peut-être celles qui vont s'exprimer. On va en faire une majorité et donc on va en faire une vérité, comme tu dis. Mais ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Enfin, je pense que toi, Herman, toi, Alexis, toi, Macrandi, vous avez des descriptions d'un homme. Bah, peut-être que chacun, indépendamment, vous allez dire, mais pas du tout. En fonction de votre vécu, en fonction de votre histoire, de votre éducation, de votre culture, de tout ce que vous voulez, ou de vos croyances, tout simplement, D'accord. d'ailleurs. Donc, la catégorisation, donc le fait d'essayer de saisir le réel avec des mots, n'est valable que sur le plan à chaque fois individualisé. On ne peut pas généraliser, même s'il existe des exceptions. On arrive Alors, la forcément généralisation, toujours à elle permet- classer. Attends, On arrive toujours, enfin je pense que sinon il n'y aurait pas d'études de société, là, c'est de sociologie, etc. Donc il y a forcément des études qui font que, parce que on va trouver des critères communs, etc. Mais il y aura toujours ces exceptions-là exceptions. qui vont faire que, oui, mais ces exceptions, elles sont tellement nombreuses que c'est difficile d'en faire une généralité, en fait. Parce que, allez, sur un Par plan... définition aussi, ce sont des exceptions. Mais non, parce que Tu sur viens de un dire plan, des exceptions. ok, au sein d'une même personne, Oui. 3 personnes, Mhm. d'accord, 3 femmes, on va avoir peut-être des critères communs chez elles, mais il va y avoir des différences. Et si ces différences ne sont pas pointées, peut-être que la femme A ne va pas se retrouver dans la description qui a été faite Ça, je suis pour la d'accord. généralité. On va prendre un cas concret, factuel. Si on dit, par exemple, que les femmes sont plus émotives que les hommes, pour vous, ça, c'est une généralité infondée, c'est ça? Ah, mais pour moi, c'est totalement infondé. Ok. Et bien là, Ouais. je vais dire que non, parce que moi, je suis émotive. Voilà. Non, mais cette Mais- généralité, pour toi, elle est Tu vois, valable ou pas? c'est- Comment? Si on dit les femmes sont Mais en elle est général... valable oui. du point de vue de la C'est- personne que l'on a en face de soi. Ok. Non, elle est surtout valable. Ok. Elle explique en fait la raison du livre, c'est qu'il y a une construction sociale qui fait que, en plus, Ouais. rajouter à cette construction sociale, enfin, d'ailleurs en amont, Ouais. la biologie Ouais. aussi qui a conditionné et orienté ces choses-là. Il y a, pour revenir sur la catégorisation dont tu parlais, c'est qu'évidemment, on part sur un faisceau d'éléments convergents Ouais. qui fait qu'on puisse avoir 2, 3, 4, 5 catégories. Et moi, je reste convaincu parce que la nature humaine est évolutive, le monde Tu est prends la nature évolutif. humaine? Oui, absolument. Ok. Non, Elle est évolutive dans le sens où nous découvrons de nouvelles sensibilités, nous découvrons avec l'ouverture au monde, la mondialisation, etc. La science évoluant Tu aussi. te rends pas compte, tu vas très vite. Et Oui. moi, je suis très lent, tu le sais. La nature humaine est évolutive. Oui, Oui. c'est vrai que c'est une contradiction Voilà. dans les termes, hein, normalement, hein. C'est pour Non, ça que non, moi, mais je ne oui. crois pas, justement. Voilà. Alors, moi, je ne conçois pas. Alors, faudrait peut-être. Non, non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que. Dans ta description C'est que tu fais, tu es en train de dire, tu es en train de démontrer Oui. que la nature Nature humaine humaine n'existe n'existe pas. Parce qu'en fait, on C'est va parce que- parler de nature, alors, donc quelque chose qui est parce que- immuable. Ah oui. Une nature Alors, humaine, c'est... ok, c'est- ok. c'est- oui, voilà, ça c'est fonctionne. juste pour le Ok, alors, référentiel dont on parle. je vais retirer le mot nature parce Ah. qu'il y a un consensus, il y a un consensus sur le plateau. C'est pas un Qui- c'est la définition. Nature humaine. Ok. Alors, je vais remplacer nature humaine par l'humanité, si on préfère, dans le sens où Ok. non pas l'humain ou enfin la catégorie humaine qui évolue,
c'est plutôt à travers la science qui, elle, évolue et découvre des choses au fur et à mesure. Ok. On découvre des choses, certaines formes de sensibilité, certaines formes de... Mais c'est des choses qui existaient, mais que la science a découvert. Absolument. Ok. Et c'est parce qu'on les découvre qu'on Il n'y a pas un catégorise changement de et qu'on l'humain. sensibilise. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est du point de vue de la science. Donc effectivement, je suis allé un peu vite en parlant de la nature humaine, mais c'est plutôt du point C'est de un vue débat fondamental. Hein. de l'humain, du point de vue de l'humain qui découvre. Par exemple, je sais, pour aborder ce sujet, cette question, parce qu'elle est aussi évoquée dans le livre, il y a quelques générations, il y a quelques décennies d'ailleurs, parce que c'est assez récent, l'homosexualité était considérée comme une maladie psychiatrique. Mhm. Et aujourd'hui, elle a été admise, acceptée dans certaines sociétés, pas dans toutes, et c'est la preuve qu'on peut rajouter certaines catégories ou certaines... En tout cas, élargir quoi, la palette de ce qu'est un être humain. De la même manière que la catégorisation, pour moi, doit pouvoir évoluer. Ce débat-là, nous l'avons aujourd'hui, c'est pas un débat qui a eu lieu il y a peut-être 100 ans. Parce qu'effectivement, la société, nous sommes sur une dynamique d'évolution. Nous avons ce débat-là parce qu'il concerne la société d'aujourd'hui. C'est des questions que nous nous posons. Et l'être humain, je ne vais pas dire dans sa nature, mais dans son fonctionnement, se lasse aussi de la monotonie. Et donc, dans quelques années ou dans une certaine période, qui sera peut-être la fin d'un cycle ou quoi, il y aura d'autres problématiques qui seront rattachées et liées à cette période-là. Ils vont peut-être remettre en question et vouloir déconstruire ce que nous avons déconstruit aujourd'hui et qu'en réalité, nous construisons. C'est-à-dire qu'en déconstruisant, nous construisons une forme On va déconstruire la déconstruction. Certainement, parce que de toute façon, le monde, c'est un éternel recommencement. Ma perception à moi, c'est celle-là. Ok. Aujourd'hui, nous déconstruisons ce qui a été construit. Et Parce que nos prédécesseurs ont aussi déconstruit. Et c'est d'autant plus intéressant, et je suis très sérieux, que certains voient précisément dans l'élection de Trump le commencement de la déconstruction, puisque l'un des premiers décrets qu'il a pris, c'est on revient aux deux genres. Même si c'est un peu rapide hein, Non, pour mais- déconstruire, reconstruire. Non, Enfin, mais ça se joue sur des siècles normalement, sur des ères, pas sur des années. Absolument. Voilà. Oui, mais ça reste une dynamique qu'il a enclenchée symboliquement, qui vise à déconstruire la déconstruction. Enfin, qui vise à se Ou à stopper. rétablir. Pour l'instant, il est d'abord. c'est- Et comme on n'a pas fini de déconstruire, en fait, Alors, enfin, on est En quand tout même. cas, déconstruire la dynamique de... de Alors la pourquoi je dis ça? déconstruction. Dès le lendemain, alors, je ne sais pas si on dit une femme trans ou... En tout cas, une personne qui est née dans le corps d'un homme et qui finalement ensuite est devenue une femme selon elle. Une femme trans. Ouais. Voilà, merci. Elle s'est plainte sur les réseaux sociaux parce que son passeport, qui venait de sortir, finalement, on a remis son sexe masculin. Oui, mais Donc c'est pour ça que je violent. dis, Ah ouais, on a déconstruit la déconstruction. Non, parce que, enfin, oui, c'est-à-dire qu'on a déconstruit des avancées. Oui, Moi, je vais plutôt le dire comme ça, des avancées juridiques en plus, parce que quand on parle de déconstruction, c'est pas simplement du côté du juridique, c'est d'abord dans les mœurs, c'est d'abord dans les têtes, c'est les esprits qu'il s'agit de décoloniser, même quelque part à certains endroits. Donc, et notamment de ces représentations qu'on peut avoir justement sur qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est que le masculin, et moi, en tout cas, voilà, je suis partie des gens qui considèrent qu'on a tous un point de vue sur le monde par rapport à ce que tu disais sur la vérité. Donc, on a quelque part, en effet, des vérités, souvent, qui s'affrontent. Oui. Et dans nos points de vue sur le monde, ils sont construits. Et ils sont construits par plein de facteurs. Ils ne sont Ok. pas que construits par notre genre. non, ça on est d'accord. Voilà. Il y a le genre qui participe, mais il y a aussi le corps que Le j'habite. corps, Voilà, oui. moi, je mesure 1m50. J'ai La classe forcément pas le sociale, même rapport au la monde religion. que quelqu'un qui mesure 1m90. De On est fait, d'accord. ça, dans le métro, moi, j'arrive au niveau des aisselles. Donc, c'est pas du tout le même rapport au monde. Je vais Je pas... confirme. Non, mais c'est une réalité que vous ne connaissez pas. Hein. Je l'accorde. Peut-être, mais pas au même endroit. Je te l'accorde. Je vais aussi être constituée, dans mon point de vue sur le monde, dans ma position sur le monde, je vais aussi être constituée par l'époque dans laquelle je vis. Je vais être aussi constituée par le pays dans lequel je vis. Est-ce que je suis en D'accord. milieu Le rural ou en déterminisme. milieu urbain? Le déterminisme qui Et te tous forge. ces éléments-là font, pour moi, un cocktail unique, en fait, qui font que c'est pour ça que on ne peut pas dire les ruraux sont ou les urbains sont totalement, on peut faire c'est des généralités. Et c'est là où la sociologie fait des généralités par définition. Donc tu retires à la sociologie son statut de, j'allais dire, de science en quelque sorte. Ça dépend de ce qu'on entend par mais science, c'est- parce que c'est une science, c'est un Mais- travail scientifique Ouais, mais de qui dit comptage, science dit- de quantification. Qui dit science, quelque part, dans notre esprit, dit accès à la vérité. Ben, c'est là où moi je suis moins d'accord en fait. Mais le parce mot que science. Même le mot science, c'est le savoir. Oui, ben donc C'est là- pas la vérité. Ben oui. On peut savoir attendez, plein de attendez, choses et pas attendez. forcément que ça soit vrai. Alors, attendez, Et là, on va attendez, renvoyer à attendez, Descartes, attendez, par attendez, je suis exemple. très très lent moi aussi. Mais est-ce que le temps Vraiment, que tu... vous êtes oui. trop rapide pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu me dis, le savoir, ce n'est pas... Forcément la vérité. Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple, s'il te Et plaît? l'exemple, par exemple, tu as dû lire le discours de la méthode de Descartes. Oui.
Bon, qu'est-ce qu'il fait Descartes? Il commence par douter de tout ce qu'il a appris, à savoir de tout son savoir, pour pouvoir ensuite le Attends. donc il déconstruit. C'est pas le savoir qui. Non, non, c'est si, des si. croyances. Non, non, non. Oui, pardon. Ah, Mais juste, alors, Moi, là, je vous ai dit, je suis très lent parce que je suis très attentif aux mots. Il n'emploie pas le mot savoir, il emploie le mot croyance. Il dit se détacher de toutes les croyances. mais sauf qu'une Parce que le mot Qu'est-ce que savoir c'est qu'une croyance implique précisément que c'est une croyance entre guillemets validée, donc considérée comme Oui, Mais vrai. au moment où on le croit, Ouais. la croyance est considérée comme un savoir. bah oui. Mais dans ce cas-là, Donc ça revient à une il vérité. faut avoir Mais- le recul. Non, mais ça Non, mais revient- Je vais te il faut donner avoir un le, exemple. il faut Oui. avoir le recul nécessaire Oui, pour comprendre oui. que notre croyance, c'était une croyance et non pas un savoir. Mais ça, on est d'accord. Mais dans ce cas-là, on parle plus de savoir. Quand on a le recul nécessaire, on revient au mot croyance. On parle plus de oui, savoir. bien sûr. Mais on C'est pour ça que moi, j'en parlais. Tous nos savoirs sont aussi des croyances. Je vais te donner un exemple. On est sorti du XXe siècle, qui était un siècle qu'on a qualifié d'hygiéniste, Oui. hein, par exemple. Dans ce siècle-là, et d'ailleurs on le voit dans nos échanges avec nos grands-mères ou nos Oui. mères, hein, la javel, Oui. par exemple, incarnait le propre. Ok. Aujourd'hui, on sait Mhm. que en fait, c'est très mauvais, et pour nous, et pour l'environnement, On a plein la flotte. finalement. Ouais. Et que cette javel, elle est dangereuse, Mhm. alors qu'avant, on la pensait vertueuse. Mhm. Voilà. Donc, c'est la science Oui. qui a amené ça. Mhm. Voilà, après, on peut rentrer. Non, on est d'accord. Mais Mais c'est en pour gros, te donner un exemple c'est Karl très concret d'un la savoir vérité, c'est une erreur en sursis. Ça, c'est la grande thèse des Voilà. scientifiques je aujourd'hui. dirais Bah, c'est là, En gros, c'est ça. c'est là que moi C'est ce qu'il dit, j'allais en gros. tenter de vous réconcilier. C'est que tout dépend Mais- ce qu'on entend dans la vérité. Est-ce que on considère la vérité comme étant quelque chose d'absolu, de dogmatique et d'indiscutable, qui traverse le temps et d'immuable et l'espace. d'indiscutable, Ou est-ce que c'est Ou- ancré? comme quelque chose de figé dans un temps, dans une époque, Mhm. et qui est toujours susceptible d'être remis en question Mhm. parce que confronté à des expérimentations, à de l'empirisme. Mhm. Moi, je suis plutôt favorable à cette deuxième acception de la Mhm. vérité, parce D'accord. que, sauf à certaines vérités qui sont effectivement figées, Ah. parce qu'appartenant, je te voyais venir, parce qu'appartenant au sacré, au Ah. divin et au dogmatique, auquel moi, évidemment, je suis hermétique. Pour autant, les vérités scientifiques, et c'est là leur force, finalement, c'est qu'elles peuvent évoluer, c'est qu'on peut les remettre en question, on peut les éprouver, et on peut avancer en se disant, ok, c'était la vérité d'hier. J'en veux pour preuve le cas de Galilée, que tout le monde connaît, je pense, qui est quand même un cas d'un classique extrêmement édifiant. Donc, moi, je préfère cette vérité-là, et c'est une forme Pardon. d'humilité. Je peux préciser à notre public le cas de Galilée. Alors Galilée, c'est un scientifique astronome qui a été lynché et qui s'est retrouvé au banc de la société et même du corps scientifique parce qu'ayant considéré que la Terre tournait autour du Soleil, lorsque tout le monde autour de lui et toute la communauté scientifique de son époque pensait, en tout cas l'immense majorité, pensait que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Très bien. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le critère de scientificité de Popper, qui est donc la réfutabilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de science qui tienne, justement, si on ne Non. peut pas la critiquer La critique. ou la questionner. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette idée, justement, quelque part, que toute vérité est à déconstruire. Après, dans ce que tu disais tout à l'heure, enfin, toute vérité peut se déconstruire à un moment. Et t'as Et à déconstruire, Susceptible quelque part, en tout d'être, cas, c'est intéressant de la Non, questionner. toute vérité, voilà, c'est ça. Voilà. Peut-être Et confronté. par rapport à ce que D'accord. tu disais, pour moi, c'est pas du relativisme absolu. C'est beaucoup plus quelque chose justement qui doit nous amener à comprendre que nos concepts ne sont que des outils. Parce qu'en fait, cette généralisation que tu évoques, c'est Ouais. la conceptualisation. Mhm. On va avoir d'accord. besoin à un moment de C'est généraliser ça, pour pouvoir comprendre le monde et pour exactement. pouvoir Et avancer. agir en conséquence et Mais avancer. c'est un outil, Mhm. c'est pas une fin en soi. On est d'accord. Donc pareil pour masculin-féminin. Masculin, féminin. Tu es toujours avec nous, Alexis? Oui, je suis avec vous, Ok. j'écoute. Est-ce que ça te fait réagir? Est-ce que ça te parle? Est-ce que l'idée de nature humaine, tu la valides ou pas? Est-ce que tu estimes que les vérités sont là pour être heurtées, voire même remises en question? Ou alors à l'inverse, comme certains considèrent, les vérités sont des appuis indispensables, en tout cas certaines d'entre elles, pour permettre à une société de faire société? Parce qu'il faut bien des croyances partagées. Sinon, c'est l'anarchie totale. Sinon, c'est comme la société d'aujourd'hui, la société des tribus, qui est très marquée dans les réseaux sociaux, où on s'enferme dans des biais de confirmation, et ça donne lieu au règne de l'émotion et, entre guillemets, à la haine de tous contre tous, et à du dogmatisme et du simplisme généralisé. Moi, je dirais déjà qu'on peut croire en des choses vraies ou croire en des choses fausses. Ça, on est C'est croire ou Par mécroire. définition. Le mécréance, c'est mal croire.
Donc, qu'est-ce que croire et qu'est-ce que savoir, en fait? C'est la question. Euh, Par exemple, si je dis je crois en la liberté Oui. comme principe fondamental, ou je crois en la vérité, vraiment je me batte pour la vérité, parce qu'il y en a, par exemple, qui vont croire dans le mensonge. Mhm. Ils vont pas se battre forcément pour la vérité, ils vont se servir du mensonge, ils vont vraiment vénérer plutôt le pouvoir que leur apporte le mensonge, et c'est ce à quoi nous assistons avec les hommes politiques qui malheureusement font tristement spectacle de leur destruction de notre société. Donc, je crois en tout cas que la vérité est créatrice et constructive, Mhm. et le mensonge est profondément destructeur, alors, parce que c'est une énergie justement qui casse, quoi, qui sépare justement quelque chose du réel. Mhm. Voilà. Et est-ce que l'idée de virilité ou ces injonctions autour de la virilité, ça renvoie à une vérité d'une nature qui serait masculine, ou c'est uniquement, à un moment donné, j'allais dire, une doxa, une idéologie qui s'est imposée et qui a entraîné une grande partie de l'humanité vers ce qu'elle est devenue et aujourd'hui qui est amenée à disparaître au profit d'une réhumanisation, si je puis dire, des rapports humains. Moi, je crois qu'il n'y a pas de vie sans virilité, Ok. et il y a une virilité masculine, une virilité féminine. Alors, si on regarde un peu les représentations symboliques de la virilité, bon, c'est souvent un sexe masculin, Mhm. donc c'est quelque chose de dur. Si je dois décrire, pardon, c'est très cru, mais bon, ça paraît de comprendre. Bon, c'est à la fois dur et un peu tendre et doux aussi. C'est un choco. Lucia. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, Faut prévenir qu'il est tard. Ouais, il est quoi, pardon? Qu'il est tard. Parce que Non, mais au bout d'un moment, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, sans mauvais jeu de mots, ouais. Et donc c'est quelque chose, je le répète, donc il y a une forme de dureté plutôt que quelque chose de flasque. Voilà, et au bout d'un moment, il y a des femmes comme ça qui se laissent un peu faire, mais moi personnellement, ce que j'aime chez une femme, c'est voilà, sa combativité, qu'elle me résiste, qu'elle dit non, je suis pas d'accord, et que C'est inquiétant, ça par contre, vraiment. pourquoi non? Non, mais parce qu'elle est avocate laissons-le. et qu'elle va pousser au consentement. Laissons-le aller jusqu'au bout, comme ça il est bien. Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est Non, comme mais aussi les femmes, c'est Ça pareil. mérite qu'on l'entende. Non, ça mérite qu'on l'entende derrière le texte. Sans le savoir, tu viens de mettre sur la table, c'est vrai que c'est un sujet auquel j'avais pas songé convoquer, la notion de consentement et de virilité. Ah ouais, bien sûr. Quelque part, effectivement, c'est l'indépendance. Tu viens de dire un terme, oui, j'aime bien quand même qu'elle me résiste. Donc, est-ce que la virilité, c'est vrai que sur ce terrain-là, serait pas, enfin, tu confirmerais que la virilité, c'est presque l'ennemi absolu de la femme, parce que si veux contrer la manière dont tu as réagi, Oui, non, mais c'est parce que, encore une fois, c'est Ouais. l'avocate qui a Ouais. réagi. Ouais. Et la femme aussi. C'est l'avocate et les idées mal placées de la fin de journée. Ah, ok. Voilà, Ok. c'est parce C'est ça que j'ai que, précisé. parce que c'est, il était, enfin, je vais le laisser terminer, mais Oui, c'est- évidemment c'est que mieux. j'ai compris ce qu'il veut dire. Ok. Donc, De la même façon, je pense que d'accord, mesdames, qu'un homme qui vous dit oui, oui à tout, ouais, c'est évidemment, c'est emmerdant, quoi. C'est pas intéressant. Donc, ce que vous allez chercher chez l'homme, je crois, en tout cas vous, mesdames, et vous allez peut-être m'affirmer mon propos, c'est qu'au bout d'un moment, le type, il est là, il y a une fermeté. Voilà, il y a une fermeté. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'on est là? C'est que quelque part, on ne peut pas nous transpercer, quoi. Il y a une résistance. une résistance. Voilà, donc, un homme qui pose ses limites. Et c'est ça que je crois que nous Et aimons. ça, c'est le rapport à la virilité. pour Oui, toi. je Ok. pense, voilà. Mais c'est là où ça rejoint la vertu. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, dans la vertu, il y a une forme de résistance qu'on retrouve d'ailleurs dans la chrétienté. Hein, l'ennemi, on le combat Mhm. et on résiste à la tentation. La vertu consiste en une résistance par rapport à se laisser aller avec un mauvais penchant, par exemple. Donc un homme vertueux. Mauvais comme une femme penchant qui vertueuse- ferait la femme. Non, pas forcément. Mauvais penchant qui peut être l'alcool, qui peut être l'argent, qui peut être n'importe quoi. Un vice, quoi. Ouais, un vice, une lâcheté, hein, quelqu'un qui vous menace et puis bah, vous vous laissez faire complètement. Et là, vous faites le désespoir de votre femme et le mépris de votre femme. Hein, c'est le fameux film Le Mépris. Mhm. Hein, un magnifique film où Mais tu as déjà vécu cette scène ou pas? bah, j'ai eu ce procès-là récemment. Ma compagne m'a dit, mais je ne peux pas supporter que tu me défendes pas. Et donc, nous avons eu en anglais, une fight. Nous avons eu un échange, Mhm. ou une dispute. Mhm. Et c'est pour ça que j'aime. D'accord. Parce qu'en fait, elle est là, et j'aime sa combativité, j'aime les échanges que nous avons, Mhm. les contradictions que nous partageons, ça qui m'excite. Intéressant. Et mesdames, justement, sans rentrer dans les détails, mais j'imagine que vous avez eu une vie affective. Est-ce que vous attendez en partie, notamment de votre compagnon, qu'il fasse œuvre de virilité, comme il vient de le décrire, dans une situation de vie? C'est-à-dire vous sentir protégé physiquement par lui? Ou alors, non, du tout. Ok.
Non, ça n'a jamais été ce que j'ai recherché chez un homme. Pour le coup, ça ne veut pas dire non plus chez un homme ou chez une femme. Ok. Ça ne veut pas dire parce que c'est vrai qu'on en parle de manière assez hétérosexiste, finalement, aussi, parce qu'on peut être, je veux dire, la question de notre genre ne dit pas forcément la question d'identité. Oui, Mais on est d'accord, l'orientation. Ce sont quand même des choses différentes. Et puis, voilà, en tout cas, moi, j'ai au cours de ma vie cherché des choses chez les personnes avec qui j'allais partager ma vie, des choses D'accord. totalement différentes. Ok. Selon les époques de ma vie, selon le moment où moi j'en étais, voilà. Donc je ne peux pas faire ce genre de généralité. D'accord. Par exemple, pour moi qui est une généralité de dire les femmes attendent que, Ok. moi ça me dérange. D'accord. en fait. C'est pour ça Ok. que sa question était précise sur vos vécus personnels, je pense. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. Merci. Moi, j'aime la virilité chez les hommes, oui. Et attention, par contre, la protection et le sentiment de sécurité n'est pas synonyme de force physique, Mhm. de pouvoir, Mhm. de richesse. Non, le sentiment de sécurité et le sentiment de protection peut s'apporter autrement par l'homme. Mais oui, pour moi, ça s'apparente à de la virilité, effectivement. Chercherais-tu une Mhm. sécurité auprès d'un homme qui mesure 1,50 m, qui fait peut-être la moitié de ta taille, qui est plutôt gringalé, donc un Timothée Chalamet? Est-ce que tu attendrais de la sécurité et de la protection éventuellement? Gringalet, oui. 1,50 m, non. Pour quelle raison? Ben, mais ça, c'est un goût esthétique. C'est esthétique, d'accord? Personnel. Ok. C'est un goût esthétique, c'est D'accord. pas une question. C'est pas parce que je me sentirais pas protégée Ouais. par un homme petit. C'est juste parce que mes goûts personnels Ok. et esthétiques font que je préfère des hommes plus grands. Ok. Mais en revanche, Je te crois. peut-être que l'idéal, c'est Anthony Joshua, d'accord, très bien. Et pour autant, je vais pouvoir tomber amoureuse de quelqu'un qui fait la moitié de moi en largeur. Tu vois? Et pour autant, j'aurai ce sentiment-là de sécurité. D'accord. Donc, comment ce sentiment de sécurité se manifeste-t-il dans le Dans la profil que tu viens personnalité. d'évoquer? C'est pour ça que je dis ça se manifeste pas dans le Schwarzenegger. Ouais. Ça peut se manifester, mais intellectuellement, ça peut D'accord. se manifester mais par beaucoup de choses en fait, mais par la personnalité, tout simplement. Ok. Parce que Vraiment. ce que moi j'entends à travers la sécurité, Ouais. c'est la capacité factuelle de te défendre. Par exemple, de te protéger dans la Mais il n'y a rue pas contre besoin une de faire, attaque. y a pas besoin de faire 2,10 m et 120 kg pour pouvoir me protéger. Sans- Et puis surtout, je Sans- peux me protéger. Oui, oui, non, mais non, C'est surtout c'est parce ça que qu'il c'est parce faut que quand c'est parce même que pas tu- oublier. c'est parce que tu admettais le fait que un homme pouvait t'apporter ce sentiment, on parle de sentiment Oui. de sécurité, ne sachant pas, parce qu'il y a des gens Oui, qui mais payent alors, pas mine alors, et qui sont effectivement, je en parlais de capacité de sécurité, se. mais pas forcément de sécurité physique. C'est-à-dire que moi, demain, dans la rue, je n'ai jamais eu peur et je n'ai toujours pas peur qu'on m'agresse. Parce que, je sais pas, je dégage quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie de m'agresser, peut-être, hein. J'en sais rien, mais en tout cas, je sais que je peux me défendre. Donc, je ne recherche pas chez l'homme Ok. ce besoin-là de protection, carapace et Zorro Et prêt à bouclier, bondir. C'est pas du Captain tout ce que je America. recherche chez l'homme, non. Finalement, cette représentation des femmes qui chercheraient donc la sécurité et la protection chez les hommes, c'est déjà une certaine manière de situer qu'elles sont du côté de la faiblesse et, Ouais, comme elle le et du décrit. besoin de protection, et ce qui est Ah oui. déjà un problème. Et moi, j'ai envie de renverser la chose aussi, Ok. parce que finalement, il y a beaucoup d'hommes qui vont aussi rechercher un sentiment de sécurité, de protection chez leurs femmes. Absolument. Mhm. Peut-être pas tel qu'on va l'entendre classiquement, mais quand même d'avoir une femme qui est là, qui nous défend quand on est face à une difficulté, qui va Qui est un assurer une forme soutien, de stabilité ouais. aussi. Et Bah, qui- il cherche la mère et à une travers forme sa de femme. sécurité et de protection, en fait. Alors, sans forcément d'ailleurs chercher la mère ou le père, parce que c'est aussi comment finalement, si on décide de faire couple, Mhm. c'est qu'il y a un moment, on passe un contrat ensemble, parce que c'est un contrat, un couple, hein. Alors, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, pour le coup, et c'est pas simplement une histoire de rencontre, c'est aussi une histoire de on va faire partenariat face à la vie, ensemble. Donc mieux vaut qu'on soit l'un et l'autre, sécurité et protection l'un pour l'autre, quelle que soit la situation. Et c'est là où je trouve toujours un peu dommage qu'on situe cette attente du côté du féminin, alors qu'en fait, beaucoup d'hommes la ressentent aussi et l'expriment, alors peut-être à d'autres endroits, mais quand même ont ce besoin-là aussi. Et qu'on ne permet pas aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on va se dire, parce que finalement, sinon, ça veut dire que du côté du masculin, on prend, entre guillemets, femme au sens hétéro, uniquement pour avoir une femme trophée. Mhm. Oui, enfin, ou pour la raconter vis-à-vis Ouais. des autres hommes. Non, parce il y a la recherche de la loyauté, la sécurité. Enfin, chez l'homme, alors je ne veux pas parler pour les hommes. Mais non, ils sont là, Permettrait il faut pas. vous dire. Mais cette sécurité que tu évoques, à juste titre, l'homme recherche de la sécurité chez une femme et ça va se traduire peut-être effectivement pas par la force physique,
mais plutôt par ce sentiment de loyauté, de sincérité et ouais, de loyauté. Pour moi, c'est la loyauté qui prime, je pense, en termes de Mais moi, sécurité. j'ai juste envie de citer, Et, quand les hommes sont accusés, ce qu'ils pensent souvent à tort, ils envoient leurs femmes les défendre sur les plateaux télé. Étonnamment. Alors, attends, Pour d'autres raisons. c'est-à-dire, j'ai pas compris. Exemple, c'est- Ouais, c'est ce que Alors, Koé, récemment, Ouais. par exemple, a envoyé sa femme sur les plateaux. Ah oui? J'étais pas C'est au une courant. stratégie. Non, mais Ah, ça, j'étais pas au courant, mais c'est intéressant. Ok. c'est une Enfin, stratégie, soit, mais c'est pas une il a stratégie. envoyé. Alors, C'est pas- De la est-ce même que, est-ce que, manière qu'une est-ce que tu ne femme renvoies d'envoyer pas sa là, femme- C'est pas est-ce que commun, tu ne hein. renvoies pas là un message, est-ce que tu ne renvoies pas un On message n'entend de femme plus. objet en supposant qu'elle n'aurait pas de volonté et On que c'est fait son pas ça. homme? Alors, Non. c'est pour Mais ça que je te il a pose pas la question de dit- savoir si tu ne renvoies pas ce message d'une femme objet, sans volonté, totalement soumise à son homme, qui l'enverrait en situation de crise, elle, pour le défendre, sans qu'elle n'ait elle-même décidé de le faire ou Mais accepté de le faire. Elle a de toute façon accepté de le faire parce que c'est un Donc c'est sujet. bien sa Non, mais décision. elle a peut-être été à l'initiative. Et peut-être même qu'elle a été. Ouais, et peut- mais il l'a- C'est là que je comprends pas. Non, non, mais et peut-être même qu'elle a été à l'initiative de la chose, c'est pas la question. Mais c'est plus de vous dire que quelque part, qui va défendre publiquement l'honneur d'un homme, c'est souvent sa femme. Et ça, C'est peut-être contextuel. Oui, mais c'est une protection. C'est une sécurité, une protection. J'ai envie de dire de la même manière que, j'ai envie de dire, si on part du principe. Ouais, c'est Anne Sinclair au bras de DSK, quoi. C'est ça? Absolument. À la sortie du tribunal. Ok. Mais en fait, dans chaque affaire, on regarde bien, il y a un moment, c'est des femmes qui vont venir les défendre. Alors, d'ailleurs, souvent, ça prend des avocats de femmes aussi, enfin, voilà, ce qui n'est pas anodin non plus. Alors, ça peut être stratégique, mais j'ai envie de dire des deux côtés. Stratégique, ça veut dire viser un objectif et se donner les moyens d'y parvenir. Absolument. Est-ce que ça ne traduirait pas, et après je te cède la parole Alexis, est-ce que ça ne traduirait pas tout simplement le triomphe du féminin ou du féminisme, si je puis dire en Occident, et qui partirait du principe que la détentrice ou celle qui a, oui, la détentrice de la vérité, notamment publique, et en particulier dans des affaires de mœurs, c'est la femme. Ça partirait On pas de avait cette déjà symbolique-là. Catherine de Médicis qui avait tendance à bien défendre les gars quand même, et ses fils. Oui, hein, mais sur la place publique, parce que les exemples que vous donnez, ça évoque typiquement l'idée selon laquelle, venant d'une femme, ce serait plus crédible. Oui, la crédibilité, pas la vérité. C'est ça. La crédibilité, plutôt parce que c'est une affaire de mœurs qui Voilà. met en cause face à des femmes. Et donc, qui de mieux qu'une femme pour venir, C'est pour dans ce venir, sens-là. pour Oui, mais venir il y a sur 40 cette ans, je suis pas vérité-là, sûr. maintenant sur une affaire Mais de c'est pas dans mœurs. l'absolu. Mais sur une affaire de détournement de fonds, c'est pas forcément une femme qui viendrait le défendre parce que pas forcément légitime ou pas forcément crédible. Pour X ou Y raison, encore une fois, compte tenu de la société. Hein, Oui, oui, on est bien d'accord. compte tenu de la société. Donc, dans ce cas précis, ça me paraît plutôt plausible et plutôt légitime. Et que pensez-vous de ces... À moins qu'Alexis, tu souhaitais... ajouter Oui, je vais juste valider ce que tu disais, c'est-à-dire qu'effectivement, la femme protège l'homme aussi par une vigilance sur d'autres plans. C'est-à-dire que moi, j'ai été frappé, je suis un homme politique, je m'engage dans une sorte de guerre, avec des dangers de tous les côtés, plus ou moins vitaux. Et j'étais plusieurs fois frappé par mes compagnes sur leur capacité à voir le danger venir et à avoir des stratégies, à me demander si elles n'étaient pas formées par le KGB ou par les GSE, des trucs de dingo, quoi. Et donc, j'étais plusieurs fois admiratif par cette capacité de sentir Cette des coups de intuition. danger. Oui, l'intuition aussi par rapport à qui pouvait me trahir. Vous êtes croyant l'intuition féminine? Comment? C'est un débat aussi. Et puis il y a une sagacité aussi psychologique. C'est-à-dire, je prends un exemple très concret. Bob Sinclair là, a fait une espèce de coup médiatique où il faisait croire qu'il avait fait une opération chirurgicale. Je suis tombé dans le panneau direct. Et ma compagne me dit, mais non, t'as pas vu, c'est des prothèses, c'est pas possible, parce que si c'est ça, 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 ça. J'étais mais sur le cul. Et donc, plusieurs fois, j'étais surpris de la capacité des femmes à repérer les menteurs aussi. Non, mais là, il dit ça, mais en fait, pas du tout. Et moi, j'ai l'impression d'être un naïf, en fait, par rapport à la capacité, en tout cas, de mes compagnes, à voir des choses que je ne vois pas, qui m'assurent une forme de protection de par leur vigilance. Et donc, en tout cas, si je peux faire une généralité, c'est que... Sexiste. Alors, et je ne sais pas si elle serait sexiste. Bah, vraiment. Dès qu'on Mais- généralise, Tu vas me dire si elle l'est ou pas. En fait, j'ai non, l'impression... si on s'en tient à la définition qui m'a été donnée tout à l'heure, c'est pour ça que je fais le lien. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui fait que nous sommes des sexes complémentaires dans un rapport effectivement hétérosexuel. C'est que la vérité ne se place pas sur le même plan entre hommes et femmes.
Donc la force n'est pas sur le même plan, la domination n'est pas sur le même plan, la protection n'est pas sur le même plan, une espèce de complémentarité comme ça. C'est un peu comme le yin et le yang avec un peu de noir dans le blanc. Ah ouais. Je trouve que voilà, c'est assez magnifique la façon dont la nature, dont la création a organisé les choses. Et ça fait d'ailleurs l'objet de toutes les pièces, tous les films. C'est justement ce que celles qui veulent déconstruire cherchent à justement déconstruire, cette vision yin-yang, complémentarité qui essentialise d'un C'est surtout côté. la notion de complémentarité. Mhm. Parce que c'est vrai que dans la notion de complémentarité, il y aurait l'idée très platonicienne, en fait, qui vient donc du banquet de Platon, avec cette idée qu'on serait des petites âmes ailées qui rechercheraient notre alter ego, hein, justement, pour pouvoir avoir cette notion de complétude. Et est-ce que. C'est vrai que, en tout cas, moi, ce à quoi je crois, je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce à quoi je crois, c'est qu'on est des êtres complets, tous autant qu'on est. C'est deux êtres complets qui se rencontrent. C'est D'accord. pas deux personnes incomplètes Ok. qui cherchent à se rencontrer, parce que sinon, après, ça renvoie à l'idée de l'âme sœur. Ouais, l'âme sœur, aussi, ouais. enfin bon, avec des choses qui sont. Donc tout ça, tu balayes tout ça. Ah ouais, mais t'étais moi, j'y vraie. crois plus. Voilà, mais Tu peux croire en l'amour, je t'assure. mais je ne dis pas que ça Il n'empêche existe pas cet homme. l'amour. Ça n'empêche absolument pas l'amour. Mais c'est juste que c'est pas la même vision, j'ai envie de dire, de l'amour. Et c'est un amour à égalité, pour le coup, en termes de deux personnes. Pas égalité au sens égalitariste. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être pareil, de faire la même chose. Mais c'est en tout cas deux personnes complètes, deux sujets D'accord. complets qui se rencontrent. Je trouve ça plus intéressant pour tout le monde. Moi, ça me donne envie Ok. de pleurer ce désespoir chez toi. Voilà, je trouve ça Il n'y a pas de triste. désespoir, là, au contraire. Si, parce que quelque part, je trouve que dans l'idée de suffire à soi-même, il y a une tristesse, il y a quelque chose d'un peu C'est masturbatoire. pas ce que j'ai dit. J'ai Non. dit deux personnes complètes qui se rencontrent. Et deux atomes qui se rencontrent et qui peuvent fusionner ou pas. Tu mets le doigt sur un truc, sur quelque chose de très intéressant. Tu dis de se suffire à soi-même. Il faut arrêter de s'imaginer que parce qu'on est complet, parce qu'on est accompli, on se suffit à soi-même et qu'on n'a pas besoin ou envie de l'autre. Hmm. Et ça, c'est une vérité qu'il faut déconstruire et j'y tiens parce que ça, Oula, c'est un ouais. vrai problème en Ouais. fait. C'est un vrai problème chez D'accord. les hommes avec un grand H Ok, donc là, on de généralise. s'imaginer avec un grand H. Ouais, on avec généralise quand même. Les humains, attention, parce que déjà, ça, c'est déjà sexiste de On dire que généralise l'humain, quand c'est même. l'homme, tu sais. Tu connais ce débat? Ouais, C'est non, vrai que moi, je dis humain. Voilà. Ah oui, Tu bon, connais. bah écoutez, moi je suis là. Être humain, T'es complètement réac. t'es pas voilà, déconstructiviste. moi, je suis. T'es pas Voilà. wokiste. Bon, pardonnez-moi. Les humains. Oui. Et du coup, j'ai perdu le fil. Donc, chez les humains, oui, c'est un vrai problème de s'imaginer que parce qu'on n'est pas accompli, on a besoin de quelqu'un. Et parce qu'on est accompli, on s'autosuffit. C'est faux. Hmm. C'est faux. Et je suis totalement d'accord avec ce que Benjamin vient de dire. On peut être accompli et se compléter avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai le sentiment, et je suis d'accord avec toi, à un petit détail près, j'ai le sentiment que, moi je généralise là de façon entre guillemets sexiste, c'est qu'aujourd'hui, dès lors que les femmes ont eu accès à l'indépendance financière, elles n'ont plus besoin des hommes, tandis que les hommes, eux, continuent d'avoir besoin des femmes. Et je crois Mais qu'il y a une parce- ligne de fracture. Et je crois Oui. que la difficulté, elle est là. Oui. Oui, en fait. et puis parce que la croyance, chez l'homme, peut-être, à tort, et cette fois-ci avec un petit H, et c'est sexiste, mais est de dire la seule chose que je peux apporter chez une femme, c'est l'argent, c'est les finances. C'est Ça- triste, mais hein. c'est Voilà, très- c'est mais seul. c'est un vrai problème. Pas la Mais seule Mais chose. c'est un petit peu ce que tu viens de dire. Alors- C'est un petit peu. Alors, peut-être que j'ai compris ce que j'avais envie de comprendre, Oui. mais Ce que tu j'ai as, dit, tu as dit C'est qu'on observe. On on observe. que que- parce que les femmes ont accédé à l'indépendance financière, Oui. les hommes ont le sentiment que les femmes n'ont plus besoin Non, d'eux. c'est pas les hommes ont le sentiment, c'est que beaucoup de femmes te disent je préfère être seule que mal accompagnée. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la finance. Et là, Non, parce que ce que dit Herman, et ce que moi j'entends dans ce qu'il dit, c'est que on a évolué dans une société dans laquelle la femme était dans l'obligation de rester avec l'homme parce qu'il était Pourvoyeur. pourvoyeur, merci. Voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup. Il était pourvoyeur. Et donc, c'était un ensemble de tout ça. Dès lors qu'il perd ce statut de pourvoyeur, l'homme ne devient qu'une espèce de... C'est-à-dire que l'homme a perdu ça et la femme s'est émancipée en parallèle. Alors que, à travers l'émancipation de la femme, effectivement, elle s'est affranchie de cette dépendance. Donc finalement, le rôle de l'homme se réduit dans sa vie.
Et donc, finalement, il n'est réduit qu'au rôle et éventuellement d'apporter une certaine chaleur physique, d'apporter une certaine proximité physique, si vous voyez ce que je veux dire. Et en parallèle, l'homme a perdu ce qu'il avait. Donc, il est dans cette quête et dans cette recherche de ce qu'il avait, de ce que la société et des siècles lui avaient apporté comme privilège. Et pour aller un peu dans le sens de Herman, moi je pense en effet qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas appris aux hommes, c'est à être vraiment autonome. Mhm. Parce que dans notre société aussi, on éduque les hommes à avoir toujours besoin d'une femme. En tout cas, dans la société Classique. classique, patriarcale. Alors que les femmes, en effet, quelque part, savent gérer un foyer, si elles savent bosser, elles savent s'occuper de leurs enfants. Donc oui, on a... Et il y a un dernier point qui me semble le plus important de tous, les femmes sont des psychologues, c'est-à-dire il y a un rapport à la compréhension de soi beaucoup plus abouti, l'autre. voilà, et de l'autre, voilà, voilà, et beaucoup plus abouti. Et je pense que la dépendance de l'homme à l'égard de la femme se situe. Voilà, la femme est un peu la psychologue de son homme. Et ça, c'est d'ailleurs souvent une grosse charge mentale pour nous. C'est important de le rappeler. Ouais. T'as des choses à dire? Peut-être que moi, par exemple, je ne suis pas toujours très à l'aise avec la phrase de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe qui dit la femme est un homme comme les autres. Moi, j'aurais presque envie de l'inverse, en fait. Parce que quelque part, tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est que les hommes souffrent de la virilité, finalement, de l'éducation qu'ils ont. Et que les femmes n'étant pas éduquées là-dedans, on va être beaucoup plus en retrait, moins dans la mise en avant de soi. Et donc, ça nous oblige à écouter, à observer le monde. Et c'est là qu'on va développer justement cette sagacité, cette psychologie, cette empathie aussi, et qui, quelque part, je trouve, manque aux hommes. Pour pouvoir Cruellement. être complets. Le fameux derrière un grand homme se cache une grande Oui, femme. mais Ouais, se manque cruellement. on ne peut pas la valider Ouais. complètement, parce que justement, mais se cache une femme, mais pourquoi elle se cache? C'est ça la question. Et pourquoi l'homme a besoin de cette femme? Parce qu'en soi, moi je trouve ça quand même vachement plus intéressant de faire couple avec un quelqu'un qui est une vraie personne en face, que j'estime comme une vraie personne, qui vient pas me compléter, qui Donc, ne me en sert guise pas. de conclusion, avant de vous laisser une conclusion individuelle, tu es en train de nous dire, en tout cas d'exposer un fait, c'est que là où beaucoup voient dans la société individuelle, hyper-individuelle, une destruction justement du vivre ensemble, toi tu y vois plus finalement l'aboutissement positif dans la mesure où finalement chacun est amené à devenir autonome lui-même. C'est-à-dire finalement on ne vit plus les uns avec les autres, mais les uns côte à côte, mais dans une complétude personnelle. Alors, Donc c'est positif, toi tu vois l'aspect positif de la solitude. Autonomie. Voilà, ok. Autonomie qui ne veut pas dire savoir tout faire tout seul, Mhm. parce que moi je crois à l'interdépendance de la société. D'accord. C'est-à-dire que pour faire société, il faut avoir besoin les uns des autres, Mhm. mais pas forcément entre hommes et femmes. Ok. Je pense que tous, autant qu'on est, Mhm. on doit être complet pour nous-mêmes, mais incomplet au sens du Au faire sens large, société, du faire mais société. pas au sens du faire couple. Ok, C'est là où je le distingue en fait. très bien. Là où je te rejoins, en te contredisant, c'est que, bon, en enlevant le service militaire, la formation militaire, en réalité, en fait, on conduit les hommes donc à perdre une autonomie et à ne pas être dans un rapport avec les femmes où ils vont les servir et plutôt ils vont se servir d'elles. Démonstration. Moi, durant ma formation militaire, j'ai appris à laver mes chaussettes, Mhm. à faire le ménage, à avoir des notions d'ordre, de rangement, etc. Moi, je suis très fier aujourd'hui. Et donc, je n'ai pas besoin, entre guillemets, d'une femme pour me laver mes chaussettes, ranger ma chambre. Et même, nous avons appris... Tâche ménagère quoi, au sens large. Ouais, et nous avons même appris à faire à manger. J'étais très fier. Et donc, voilà, je sais faire plus que des pâtes aujourd'hui. Et finalement, ça me permet de susciter l'admiration chez ma compagne. Et donc, je n'ai pas besoin d'elle dans un rapport où je vais me servir d'elle. Je vais avoir besoin d'elle, j'ai besoin de son affection. Mais comment Son dire, admiration. est-ce que j'ai besoin de son admiration? J'ai surtout besoin de son amour. Ok. Surtout. Après, il faut définir l'amour. Il y a des femmes qui ne peuvent aimer que ce qu'elles admirent. C'est pour ça que je pose la question. Ouais, ouais. Mais je sais qu'une fois, j'ai un psychanalyste qui m'a libéré. Oui. J'étais comme ça en train de lui décrire tout ce qui n'allait pas, pourquoi j'étais malheureux. Et puis il me laisse à la fin en me disant, mais Alexis, est-ce que vous voulez être aimé ou est-ce que vous voulez être admiré? Oui. Et puis il m'a laissé là-dessus. Il y a des moments waouh, tu vois, où tu sens que il y a la clé qui te bloque. Bref, je ne sais pas si c'était le vrai sujet. Ah ben si, pour moi c'est une conclusion parfaite puisque la virilité,
promet l'admiration. C'est le héros, c'est la médaille, c'est le champion. Alors que l'amour ne prône pas la supériorité, prône plutôt l'égalité, l'abandon dans l'autre avec un partage. Donc c'est une vraie conclusion et je te remercie de nous l'avoir livrée. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à cette jeune génération qui est un peu perdue dans cette plus ou moins guerre des sexes, en tout cas on la présente telle qu'elle aujourd'hui, et certaines féministes de l'ancienne génération, je pense à Caroline Fourest, aujourd'hui vient en charge, en tout cas essaye de tirer un peu les oreilles de ce qu'elles appellent les néo-féministes, donc adressée à la jeunesse qui serait un peu perdue dans cette guerre des genres, dans cette définition viril, pas viril, déconstruction, pas déconstruction, afin d'accéder à une forme d'épanouissement. Alors, je ne risque pas de l'aider, moi, cette jeunesse, parce que je suis aussi perdu qu'elle. Ok. D'autant plus que je suis resté sur ma faim, notamment dans cet ouvrage, parce que la seule proposition d'Olivia Gazalet, et je ne lui en veux pas, Oui. c'est des masculinités, une diversité de masculinités. Pourquoi pas, effectivement, donc j'en appelle aux penseurs, aux intellectuels et aux sociologues de nous formuler une proposition plutôt Plus concrète concrète. sur les formes de masculinité. À ceci, j'ajoute que je suis assez méfiant quand même de l'extinction totale de la virilité, parce que pour moi, la virilité induit aussi le rapport de force, la compétition, et nous vivons dans un monde où c'est quand même nécessaire, parce que le rapport de force est quand même une des valeurs qui construit l'excellence, et la quête de l'excellence passe aussi par la compétition. Très bien, je te remercie. Alicia. Je vais rendre hommage à notre cher Mbeko, mais sur ce sujet, je pense que c'est réel et valable. La clé, c'est l'amour. Il faut s'aimer soi-même, aimer l'autre. Et ça rejoint un petit peu tout ce que l'on a dit tout à l'heure, se sentir accompli et s'accomplir seul, déjà, c'est déjà une première chose. Mais surtout que ça n'empêche pas de trouver chez l'autre, effectivement, des éléments de complémentarité pour mener à l'amour. Et toutes ces questions-là, finalement, de virilité seront mises à néant puisque vous serez heureux. Très bien, merci. Que dire après tout ça déjà alors c'est celle-là que je regarde. J'ai envie de dire que déjà aussi, si j'ai envie de rappeler que l'amour c'est aussi sur un continuum et que il y a plein de façons d'aimer. L'amitié fait partie de l'amour aussi. Que on a le droit de s'aimer, de se dire qu'on s'aime aussi entre garçons. Que ça ne veut pas dire qu'on va perdre en virilité, que c'est important aussi de pouvoir aussi accepter qu'on peut être ami avec des filles sans forcément qu'il y ait du sexuel là-dedans, que ça fait aussi partie de la manière dont on va se construire, de pouvoir aussi côtoyer de temps en temps l'autre genre sans avoir d'arrière-pensée. Très bien, merci. Moi, il m'est venu le mot de fierté Oui. en rapport avec la virilité. Mhm. Et étymologiquement, c'est-à-dire au sens caché, à creuser, ça vient de féroce, Oui. férocité. Et donc ça a un lien avec l'animalité en fait aussi, donc une forme de liberté. Et je pense que l'homme ou la femme virile, c'est un homme ou une femme libre, ce qui suppose une combativité, ce qui suppose aussi peut-être une animalité au sens vrai. Au bout d'un moment, on va vous dire plein de choses sur ce que vous devez être. Soyez fiers de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Mhm. Et pour ça, connectez-vous à cette corporalité-là qui vous définit quand même, malgré tous les concepts. Il y a quelque chose qui vous définit, qui est vrai, là, qui est tangible. Là. N'ayez pas honte de ça. Très bien, merci pour ces belles conclusions. Je rajouterai juste un petit élément, en m'adressant tout particulièrement aux jeunes hommes afro. La virilité est à déconstruire, peut-être pour les Occidentaux. Pour nous, c'est un luxe dont on ne peut pas se permettre. Et en particulier la virilité intellectuelle. Il n'y a pas de responsabilité sans virilité. La vie est un combat. On doit relever toute une communauté. Alors, ça peut paraître grandiloquent, mais c'est réel. On a été, compte tenu de l'histoire, enfermé dans un statut d'adolescent, d'enfant éternel. On se victimise, on pleure. Le monde, le monde c'est un monde de prédateurs, un monde de combattants. Les autres vont sur la Lune, les autres construisent des bases navales, les autres font marcher au pas des économies. On n'a pas le choix. Peut-être nos petits-enfants pourront chercher à déconstruire la virilité, mais ce n'est pas pour tout de suite. Armons-nous à la fois de connaissance, de virilité, pas guerrière forcément, mais c'est quand même nécessaire. Regardez ce qui se passe avec l'AES, regardez ce qui se passe au Congo. Donc il y a quand même une réalité frontale, pragmatique, froide. Nous devons apprendre à être virils, mais pas juste pour aller faire des pompes à la gare de Lyon ou en prison. Non, la virilité d'abord
dans la tête, la combativité mentale, par la connaissance, je le répète. Hissons-nous loin des excuses, loin de l'émotivité. Et nos petits-enfants, on va leur offrir le cadeau de déconstruire cette virilité. Voilà ce que j'avais à dire sur cette notion. C'est la librairie africaine, vous voyez, les avis divergent, mais toujours avec le même sens de la réflexion, de la dialectique. Personne n'a la prétention de détenir la vérité. D'ailleurs, qu'est-ce que la vérité? Vous l'avez compris, c'est une œuvre inachevée. On vous invite simplement à faire vôtre cette activité qui consiste à lire, à alimenter votre connaissance, à faire reculer votre ignorance, à ne pas céder aux opinions, à ne pas céder aux élans émotionnels pour, pas jouer aux intellectuels à Paris avec des cravates roses, non, pour construire votre destin, pour construire le destin de votre famille, pour s'élever. C'est ça la librairie africaine. Lire pour être libre, lire pour être puissant ou mourir. On vous dit à très bientôt.